on va vers une désintégration de l'Europe. Une désintégration de l'Europe, un refermement sur soi, ça va être encore pire. C'est-à-dire que là, les Français vont peut-être se retrouver tout seuls contre les Chinois. Et la force du narratif d'une guerre, c'est que ça dessine un nous et ça dessine les autres. Et donc ça permet un contrôle de tu es avec moi ou tu es contre moi. Et c'est très binaire. Et ce qu'il faut éviter, c'est les ruptures de communication. C'est-à-dire que ça devient extrêmement dangereux quand il y a rupture de flux commercial, quand il y a rupture de communication, parce que là, pour le coup, on rentre sur des systèmes isolés qui soit ont tendance à imploser, soit ont tendance à dégénérer sur le reste. Les espèces qui arrivent à se préserver sur le très long terme, c'est les espèces qui ont des mécanismes de coopération. C'est toujours plus facile de se battre que de faire collaborer les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours, ça prend une baffe, quoi. Tu vois, c'est avec quelqu'un qui est en tension, tu frappes une baffe, c'est parti. Mais trouver les ressources pour faire collaborer les gens, etc., justement, c'est énergivore pour l'être humain. Yasser Khazar, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour cet entretien du cercle de la chaîne Risque Intel Média. Yasser Khazar, vous êtes hacker, geek, entrepreneur, intervenant notamment à l'IHEDN, qui est donc l'Institut des hautes études en défense nationale. Vous avez fondé une plateforme de bug bounty qui s'appelle Yogosha notamment. Vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes aussi un peu un intellectuel. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous recevoir pour aborder, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, cette notion de guerre technologique, de guerre économique qui fait rage dans le monde, mais plus particulièrement entre les États-Unis et la Chine. Donc pour rappel, on est quelque part dans une guerre froide 2.0 entre les États-Unis et la Chine. Aux États-Unis, on appelle ça la fameuse Tech War, qui consiste pour la première puissance mondiale à réduire l'accès des Chinois à certaines technologies d'avenir, mais aussi aux semi-conducteurs, à la propriété intellectuelle. Maintenant, moi, la question que j'aimerais vous poser, puisque vous êtes notamment entrepreneur dans la tech, dans ce monde de la technologie, les chaînes de valeur sont globales. On a la R&D qui peut être dans un pays, la production qui peut être dans un autre, la vente ailleurs. Donc au final, comment est-ce qu'on peut faire de la guerre économique avec les frontières des États traditionnels dans un monde technologique qui, lui, justement, fonctionne quelque part en réseau et en chaîne globale de valeur? Est-ce que c'est pas un peu peine perdue que de faire de la guerre économique à ce niveau-là? Est-ce que les États-Unis, quelque part, ont peut-être même pas déjà perdu cette guerre qu'ils lancent contre leurs concurrents, leurs rival, leur grand rival en réalité? Alors, merci de m'accueillir. C'est une question qui est assez complexe et on est tenté de tomber dans la facilité de dire oui ou non pour répondre à ça. Mais plus je réfléchis à cette question-là, plus je me dis, ce qui me semble intéressant, c'est déjà de se dire pourquoi on parle de guerre économique, ça sort d'où en fait déjà? Parce que des fois on est très surpris quand on commence à réfléchir à ce genre de concept ou ce genre d'idée, de se rendre compte de d'où ça vient. Et aussi de pouvoir l'inscrire dans un imaginaire global aujourd'hui, ou ce qu'on appelle par extension, ce qu'on appelle des cosmologies. Alors cosmologie, ça vient de la physique, c'est étudier comment l'univers est structuré, mais globalement, toutes les sociétés s'organisent autour d'une certaine cosmologie, c'est-à-dire des mythes fondateurs qui, partant de comment on imagine l'univers, permet de décliner des règles, tu vois, d'opération pour qu'on travaille ensemble. Et tu vois, si on doit positionner des curseurs, ça a certainement, c'est une tradition qui a suivi l'humanité depuis le début. Mais si on veut zoomer sur la notion de guerre économique, et juste avant de le faire, tu vois, si on veut positionner des curseurs, on peut par exemple démarrer avec saint Thomas d'Aquin, qui était un religieux et qui, lui, par exemple, avait ancré une sorte de cosmologie dans laquelle l'univers était un être unique, une sorte de grande machine bien horlogée, bien structurée, et dans lesquelles
chaque citoyen avait un rôle à jouer, prédestiné, et qu'il fallait s'en tenir à son rôle. J'accélère un petit peu l'histoire, tu vas avoir Martin Luther qui arrive, église protestante, qui va critiquer les intermédiaires quelque part avec les divinités, et qui va pousser, et qui sera presque selon certains historiens, un précurseur de la libre conscience, puisqu'il va dire « Ah non, mais on n'a pas besoin d'intermédiaires. » Et puis surtout, il faut que tous les croyants sachent lire les Saintes Écritures. Voilà, Ce qui n'était pas le cas dans le Eh, catholicisme, où la messe était dite en latin et où finalement le seul à pouvoir lire la Bible était le prêtre. exactement, Alors que dans le protestantisme, chaque croyant doit pouvoir être capable de lire les Saintes exactement. Écritures. Ce qui a boosté d'ailleurs les pays protestants dans la révolution industrielle. Eh ben, exactement, bah, tu l'as compris. Donc on bascule tout d'un coup vers l'apparition presque de l'individu en tant que tel, tu vois, qui peut réfléchir par lui-même, qui commence à prendre une place prépondérante, qui vit lui-même cette propre cosmologie à travers lui. Et tu peux accélérer, tu vas avoir les classiques qui vont arriver, Locke ou Adam Smith, toutes les discussions autour de la propriété privée et du marché. Et tu vas voir qu'on va avoir un déplacement, en fait, tu vois, de cette croyance d'un monde mécanique vers petit à petit la valeur travail qui va venir le remplacer, la croyance dans un marché qui, lui, va maintenant pouvoir mesurer de la valeur des individus. On mesure ta valeur sur un marché en fonction de ta production, de ta productivité, et ça va s'accélérer vraisemblablement avec l'industrie aussi de l'information qui maintenant nous impose cette idée de progrès technologique comme étant la boussole qui doit orienter toutes les réflexions. Alors revenir sur cette notion de guerre économique, elle démarre avec un courant de pensée qui est apparu au moment de la colonisation des Nouveaux Mondes et ce qu'on appelle les courants mercantiles. Et ces courants-là, ils ont considéré que le prince devait augmenter ses revenus matériels, l'or en l'occurrence, et pour pouvoir ça, il fallait s'appuyer sur les marchands, sur les commerçants, comme des forces de guerre. En fait, ça sort de cet imaginaire-là, la notion de guerre économique. Elle a traversé le temps. Et la force du narratif d'une guerre, c'est que ça dessine un nous et ça dessine les autres. Et donc, ça permet un contrôle de tu es avec moi ou tu es contre moi. Et c'est très binaire. Et donc, ça permet d'imposer en fait des représentations du monde dans lesquelles tu dois faire des choix et tu dois faire des alliances très vite. Et ça donne le droit d'éliminer ou de faire des choses illégales, des fois, au nom en fait de ce nous contre les autres. Donc, partant de là, j'ai presque envie de te dire que ça soit peine perdue ou pas peine perdue, tu vois, la théorie des jeux répond parfaitement à ce genre de problème où tu sais que tu as intérêt à coopérer. Mais il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que c'est un narratif qui a tendance à effacer le fait que les pays collaborent dans la vraie vie, en fait. Il y a des coopérations, il y a des échanges commerciaux, etc. Et le deuxième, moi, ça me renvoie directement à, mais à la limite, que fait l'Europe ? Parce que moi, si je dois y réfléchir de manière terre à terre, que les Américains et les Chinois se battent entre eux, ok, mais moi, en tant que Européen, quelle est notre place ? Quelle cosmologie nous on veut créer ? Quel discours on veut créer ? Et plus tu y réfléchis, plus tu as envie de dire, bah, nous, de toute façon, on a intérêt à coopérer parce que c'est ce qui permet de s'en sortir dans ce genre de situation. Si je devais répondre à est-ce que c'est une peine perdue, pareil, je pense que c'est une manière unique de voir ce genre de conflit. C'est un narratif qui nous est imposé. Et si on tombe dans ce piège-là, on risque de choisir l'un ou l'autre contre nos propres intérêts et peut-être même contre l'intérêt du collectif. Mais tu parles du point de vue d'Européen, là ? Oui, clairement. Ouais. Donc, finalement, dans cette opposition, bon là, c'est un sujet de toute manière qu'il faut qu'on aborde, mais dans cette opposition Chine, États-Unis, guerre économique, guerre technologique aussi, il ne faut pas faire de choix? Si, je ne dis pas qu'il faut faire des choix, mais justement, il n'y a pas que le choix de la peste ou le choléra. Il y a aussi celui de quelle vision veut avoir l'Europe. Et donc, pour avoir cette vision-là, c'est ce qu'on est en train de vivre. En fait, quand tu prends du recul, le fait qu'on cristallise les guerres, les crises, les conflits, c'est symptomatique d'un moment où soit on arrive à opérer ce qu'on appelle des changements de paradigme, c'est-à-dire qu'on remet en question toutes les convictions qu'on avait
sur qu'est-ce que c'est qu'une alliance, qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance, qu'est-ce que c'est qu'une république, l'intelligence, la conscience, tous ces concepts-là, tu dois les retravailler. Soit tu vas aller vers justement des guerres dans lesquelles il y a des perdants et des moins perdants en fait. Il n'y a pas vraiment de gagnants dans ce genre de guerre comme ça. Donc moi j'insiste sur le fait que le choix que doit faire l'Europe ne doit pas être un choix qui est imposé par des acteurs qui ont leur propre cosmologie aujourd'hui, mais il faut que l'Europe sorte sa propre cosmologie rapidement. Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est-à-dire quelle est notre voie finalement à nous, Européens. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais aborder aussi cette question d'un point de vue un peu plus individuel, notamment Bien sûr. des entrepreneurs, des entreprises, enfin des acteurs économiques. Euh, je lisais un article récemment qui expliquait que quand il y avait une guerre économique comme ça entre une puissance installée et une puissance montante, donc il y avait une tentation en effet pour la puissance dominante d'imposer des restrictions à la Ouais. puissance rivale, mais que quand on regardait un peu dans le détail, heu, il faut toujours voir dans le détail, les entreprises dominantes, heu, au sein de la puissance dominante avaient plutôt tendance à challenger quelque part cette volonté de guerre parce qu'elles, ça les arrange pas. Ouais. Ça arrange pas pour le business et peut-être même encore plus dans la tech. Là où de l'autre côté, les entreprises, de la puissance, rivale, elles avaient tendance finalement à se tourner vers l'État pour, pour qu'il les protège, face à, des mesures, qui vont affecter Huawei, qui vont Mm. affecter, toutes les entreprises, chinoises, qui vont peut-être plus avoir accès aux processeurs comme avant et donc qui vont être obligés en fait de développer eux-mêmes leurs processeurs, leurs Mhm. technologies et cetera et finalement on se retrouve avec une puissance, dominante qui est divisée Ouais. entre ces acteurs économiques qui, eux, n'ont pas vraiment intérêt à ne pas collaborer. On en revient à ce que Ouais. tu disais sur la théorie des jeux. Et finalement, des acteurs de la puissance rivale qui, eux, vont peut-être pouvoir monter en compétences, paradoxalement, et recréer de nouvelles chaînes de valeur globales. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu observes en tant aussi qu'entrepreneur dans la tech? Oui, C'est-à-dire, oui. toi, demain, on te dit, tu peux pas commercer avec tel pays, tu peux pas faire de business avec un tel, un tel. Concrètement, je veux dire, est-ce que c'est dans l'intérêt des entreprises? Pas forcément la tienne en l'occurrence, hein, mais globalement, les acteurs économiques dans la guerre économique, est-ce que ce sont des soldats comme les autres qui suivent Oui. les ordres? Ou est-ce qu'ils ont des intérêts peut-être un peu parfois différents? Non, pareil, ce genre de questions, c'est toujours des questions multidimensionnelles dans lesquelles il faut distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer ce qui va relever du légal et du pas légal. C'est-à-dire que si à un moment, il y a des lois qui interdisent de faire du commerce avec un pays ou un autre, là, il faut se conformer à la loi. Bien sûr. Sinon, on est dans l'illégalité. Ou alors, on considère que ces lois-là sont immorales ou ne conviennent pas au cadre actuel, mais ça veut dire qu'il faut mener une bataille intellectuelle ou autre contre ces lois-là pour les revoir. Mais il y a ce premier élément qui est assez binaire et qui permet de toute façon de clarifier ceux qui, de toute façon, agissent dans le cadre de la légalité et ceux qui sortent du cadre de la légalité. Une fois qu'on a passé ça, c'est des tractations en continu. Et c'est ça ce que j'essaie de dire, parce que en zoomant tout de suite sur ce qui se passe, effectivement, on va voir qu'il y a une grammaire du conflit qui se déploie partout. Mais ça nous fait perdre de vue qu'il y a quelques années, dans une guerre, les Américains soutenaient les Chinois contre les Japonais. Tu vois? Donc, il ne faut pas oublier que le monde est dynamique, que les choses changent, que les choses évoluent. Et ce qu'il faut éviter, c'est les ruptures de communication. C'est-à-dire que ça devient extrêmement dangereux quand il y a rupture de flux commercial, quand il y a rupture de communication, parce que là, pour le coup, on rentre sur des systèmes isolés qui soit ont tendance à imploser, soit ont tendance à dégénérer sur le reste. Et donc, pour te faire la réponse, je vais me cacher un peu derrière les postures des sociologues des fois, mais mes amis sociologues vont me détester. Ça dépend de quel acteur, ça dépend de quel contexte. Moi, personnellement, ma conviction, c'est qu'il faut ne pas quitter l'étape de négociation. Parce qu'on a assez de preuves aujourd'hui
qui nous démontre que quand on quitte les tables, c'est là où on rentre dans des situations de non-retour. Et surtout, on peut faire le parallèle aujourd'hui derrière la technologie à la course vers l'arme nucléaire. Hein, l'ex-URSS et les Américains, tous les deux ayant peur et n'ayant pas réussi à se mettre autour de la table rapidement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cumulé des masses d'armes nucléaires, mais au bout du bout, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Qu'ils étaient incapables à utiliser. Ils se sont retrouvés avec des tonnes d'armes nucléaires, mais aucun n'était capable d'utiliser ce qu'on appelait de la dissuasion. Tu vois, c'était des armes de dissuasion. La réalité, c'est qu'ils ont dépensé des trillions de milliards de dollars pour ne rien en faire en fin de compte, si ce n'est du contrôle. Et ils sont tous rentrés dans une logique de désarmement, qui n'est peut-être pas parfaite à l'échelle des dernières 50 années, si tu veux, mais quand tu prends du recul, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ils se contrôlent mutuellement pour voir, enfin aujourd'hui, tu vois, avec les autres pays qui ont des armes nucléaires, on est rentré dans une logique de contrôle, à part certains cas de figure, de non-prolifération. Tu vois, donc je pense que il faut distinguer, voilà, le cadre de la légalité et de l'illégalité nous donne déjà quelque chose de très binaire. Les pays qui espionnent, volent des données, il faut qu'il y ait des sanctions à la hauteur de ce qui se passe. Mais ça ne doit pas empêcher qu'il y ait des flux commerciaux qui puissent continuer, parce que nous sommes dans un monde dynamique. Et les ennemis de demain seront les amis, enfin, tu as compris, de l'après-demain, parce que j'ai dit demain. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Alors, peut-être question un peu plus conceptuelle, là tout de suite. Pour toi, la nature de l'être humain, c'est la collaboration ou la confrontation? Alors, ça dépend de sur quoi on veut s'appuyer pour répondre à cette question. Par exemple, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Il y a par exemple un chercheur extrêmement intéressant, un neurobiologiste qui s'appelle Robert Sapolsky, qui donne plein de cours qui sont des cours d'ailleurs accessibles sur Stanford. C'est une sommité sur les sujets de biologie. Et donc lui, il te dit que l'être humain est capable du meilleur comme du pire en fait. D'accord ? En tant qu'espèce, on est capable de voir la beauté dans un coucher de soleil et on est capable d'exterminer un peuple s'il le faut, juste pour des raisons de eux contre nous, quoi. Mais ce qu'il souligne lui aussi, c'est que quand on analyse aujourd'hui l'être humain biologiquement, psychologiquement, c'est-à-dire les deux éléments sont assez importants, et quand on combine ça avec tout ce qu'on a appris avec les théories de l'évolution, les espèces qui arrivent à se préserver sur le très long terme, c'est les espèces qui ont des mécanismes de coopération. Et à côté de ces coopérations-là, si tu complètes avec la théorie du jeu, il y a une super vidéo qui a été faite par un vulgarisateur américain, comme il s'appelle, Veritasium, qui a fait une super vidéo sur la théorie des jeux. Et donc, au moment de la guerre froide, justement sur ces questions d'armement nucléaire, il y a des mathématiciens qui ont monté un challenge, un défi entre matheux pour confronter des programmes informatiques sur une guerre autour du dilemme du prisonnier. Donc, c'est un cas classique de théorie du jeu. Et en fait, ce jeu-là a permis de montrer que la tactique qui a gagné, c'est-à-dire qui s'est toujours retrouvée la première dans tous les jeux qui ont confronté les différentes stratégies qui ont été programmées, c'est une tactique qui s'appelait tit for tat. Ce que tu peux appeler, pour faire simple, œil pour œil, dent pour dent, mais qui part du principe que, de base, il faut être sympa avec les autres. Il faut avoir des stratégies claires. C'est le programme le plus simple de tous les autres programmes. Celui qui avait le moins de lignes, qui était le plus terre-à-terre. Troisièmement, il faut savoir répondre quand on t'agresse. Mais il ne faut pas aller dans l'extermination. Donc, si tu es capable de dire, et le dernier élément, je crois, c'était pardonner, être capable de pardonner. C'est-à-dire, tu m'agresses, je te réponds, mais si tu montres que tu vas avancer, j'arrête. J'arrête de te frapper. Tu vois, on avance ensemble, la main dans la main. Et quand tu combines tout ça, on revient toujours à la même idée. C'est que c'est un subtil mélange entre être capable de se défendre quand il le faut, mais partir du principe que les groupes et les nodes de personnes ou d'organismes qui coopèrent entre eux
ont plus de chances de s'en sortir sur le long terme. Ouais. Et bien, donc, du coup, pour en revenir finalement à cette guerre économique, euh, moi j'ai un peu le sentiment qu'il y a eu une phase d'ouverture du monde, de mondialisation promue par les États-Unis lorsqu'ils étaient dominants, ce qui leur a permis par ailleurs Ouais, de montrer leur leadership, ouais, hein, qu'on le veuille ou non. bien sûr. Aujourd'hui, quand on a peur pour sa monnaie, on préfère prendre du dollar. Voilà. Hein, qu'on aime ou pas les États-Unis. Bon. Quand on veut envoyer ses enfants quelque part et qu'on est riche de n'importe quel pays, on les envoie aux États-Unis. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de critiques à faire sur les Américains, Bien sûr. mais ils ont montré, malgré tout, cette capacité d'ouverture et de leadership. Euh, et donc, quelque part, on fait triompher le système que tu soulignes, c'est-à-dire de coopération, mine de rien. Mais là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a Mm. une crispation, peut-être à cause de la peur de se voir dépasser, et, et une lente descente peut-être vers des tendances moins portées vers la coopération. Je ne Ouais. dirais pas qu'il y ait des ruptures totales, puisqu'il n'y a pas de rupture commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas non plus hystériser Mm. les choses. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu aussi ce rapprochement de se dire euh, que la collaboration permet aussi de montrer une forme de leadership, quoi. Ah bah, certainement. Et je pense que c'est tout le défi. Les profils qui sont capables, je vais le dire autrement, c'est toujours plus facile de se battre que de faire collaborer les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours, ça prend une baffe, quoi. Tu vois, c'est avec quelqu'un qui est en tension, tu frappes une baffe, c'est parti. Mm. Mais trouver les ressources pour faire collaborer les gens, etc., justement, c'est énergivore pour l'être humain. C'est pour ça d'ailleurs que quand des gens partent dans des explications historiques ou laborieuses, tu vois, pour t'expliquer que cette question elle est complexe, il faut prendre du recul, il y a des gens qui décrochent. Tu décroches parce que ton cerveau, il a appris un moment à consommer une énergie Mm. et la consommer très vite et de manière efficiente. Et donc, dès que tu lui demandes de l'énergie un peu trop, surtout par exemple sur Internet, bon, oh là là, c'est des trucs de bisounours, on passe à la suite. Oh tiens, il y a un chat qui est en train de miauler, je vais regarder les chats, quoi. Parce que là, ça ne demande pas d'énergie. Tout ça pour dire que, oui, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue qu'on paye le prix aujourd'hui d'un certain nombre de ratés. Le fait que les négociations ou le fait de créer une Europe post-guerre, ça a donné des résultats assez dingues, il ne faut pas l'oublier pour l'Europe, mais il y a eu quand même des loupés qui aujourd'hui commencent à se ressentir sur les citoyens eux-mêmes, tu vois, en termes de revenus, quand toutes les études qui sont faites te disent que aujourd'hui, il y a beaucoup d'Européens qui ont l'impression qu'on les a arnaqués, qu'ils perdent de l'argent, qui sont de moins en moins en sécurité. Il y a tout un tas de thèmes qui revient de manière régulière. On peut aussi imaginer pour toutes les parties prenantes du monde, en fait, on arrive à un stade où on sent on paye encore un peu le prix de ces collaborations un peu ratées, mais aussi l'essoufflement, justement, de la cosmologie du marché. Elle s'essouffle, ce truc de dire plus de productivité, plus d'optimisation de coûts, toujours encore plus, la recherche de l'énergie partout où elle soit pour pouvoir la consommer. Quand tu la rajoutes au défi écologique qui est en train de s'installer, quand tu la rajoutes à tous les enjeux technologiques, notamment sur les réseaux sociaux et les téléphones, qui commencent quand même à taper sur les systèmes des gens et à faire perdre les boules, quand tu rajoutes ça au fait qu'il y a quand même des agressions qui se déclenchent à gauche, à droite, je pense que c'est ça aussi qui participe à cette impression qu'on est tous en train de s'enliser aujourd'hui. Tu vois, c'est une réalité. Il y a un mal-être de l'être humain avant que ça ne soit un mal-être des Américains ou des Chinois. Qui aujourd'hui sur la planète, quand ils se réveillent le matin, ils disent oh, putain, c'est génial, on va y aller. Il y a très peu de gens qui sont dans ce cas de figure. Et ça revient à cette idée, c'est qu'on est arrivé à un stade où jusque-là, on avait des lunettes, ceux du marché ou autres, qui ont créé une dynamique géniale, mais aujourd'hui, on est rattrapé par un monde qui est gouverné par la thermodynamique. Tu vois, tu peux penser ce que tu veux. Le deuxième principe et le troisième principe de thermodynamique te dit qu'à chaque fois que tu transformes un corps, il y a perte d'énergie, tu la perds, elle va vers le chaos, et que la masse globale de l'énergie de l'univers ne bouge pas.
Donc on sait qu'aujourd'hui, on est en train de perdre de l'énergie et surtout, on sait qu'on maintenant rentre dans des problématiques non réversibles. Il y a des sujets où on ne pourra pas revenir en arrière. Tu vois, il ne va pas y avoir un miracle à un moment qui va nous faire revenir en arrière. Donc le défi pour nous, c'est comment changer de regard rapidement sur ce monde-là, ou alors on fait le va-t-en-guerre tous ensemble et ça va donner une troisième guerre mondiale et peut-être qu'il ne restera pas grand monde pour commenter ce qui va se passer après cette guerre, quoi. Donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est que finalement, ces questions de tensions géopolitiques, de guerre économique, quelque part révèlent un peu un mal-être profond de nos sociétés, C'est mon opinion. entre autres. C'est mon opinion. Je veux pas dire il y a rien de scientifique dans ce que je dis. Ça vient d'un certain nombre de lectures que je fais, notamment des études qui sont faites sur les niveaux de dépression aujourd'hui chez les humains. Et ce mal-être-là, il doit bien venir de quelque part et il est partout. Tu vois. C'est intéressant ce que tu dis, parce que on a un géopolitologue connu français, certains disent controversé, d'autres non. Bon, bref, Emmanuel Todd, qui a fait cette analyse des États-Unis Ouais. en géopolitique et qui note notamment dans son dernier ouvrage qu'il y a une forme de nihilisme qui touche les sociétés occidentales, plus particulièrement les États-Unis, et que ce nihilisme, quelque part, pousse à la guerre et à toujours choisir la violence, d'ailleurs, plutôt que la coopération. Mm. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est la promesse quand même de la technologie, Ouais. et notamment des technologies liées à Internet, les NTIC, etc. C'était quand même de lier l'humanité, de nous interconnecter pour nous apprendre à nous connaître les uns les autres, à ce que les sociétés soient connectées entre elles, pour quelque part aplanir un peu le monde, créer de la collaboration, créer du bonheur. Mais tu m'évoques le chercheur Sapolsky. Ouais. Est-ce qu'au fond, enfin, est-ce que tu penses que la technologie nous rend heureux aujourd'hui? Est-ce que la Ou est-ce té- qu'elle nous pousse aussi, pourquoi pas, vers une forme de nihilisme? Alors, on fait porter beaucoup de choses à la technologie, je pense. Alors, la question là, elle est très large. Si on essaie de la découper. T'inquiète pas, tu as le temps de la découper D'accord. et d'y répondre. Ah bah écoute, c'est génial. C'est la- D'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que la technologie, moi j'aime bien ce que dit Bernard Stiegler dessus, il l'a décrit comme un pharmacon. C'est-à-dire que la technologie, c'est en même temps l'antidote et le poison. D'accord? Donc la technologie en soi, elle est double. Ça va dépendre de ce que tu vas faire avec. Et donc, moi je dis toujours, dis-moi quelle est ton idéologie, je te dirai quelle est ta technologie. Tu vois? Donc ça dépend du contexte dans lequel tu vas utiliser une technologie. C'est ce qui va donner la finalité de cette technologie-là ou l'usage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et ce que révèle d'ailleurs Bernard Stiegler pour ceux qui s'intéressent vraiment à ses travaux et à son projet, c'est qu'il a trouvé, pareil en faisant une sorte d'analogie, comme les philosophes continentaux avaient l'habitude de faire, comme Nietzsche ou autres, même si on peut critiquer ce genre d'approche, ce qu'il a identifié, c'est que dès Socrate, au moment de toutes les confrontations avec les sophistes, Socrate avait fait un choix très fort qui était qu'il avait vu l'écriture, donc la technique de l'écriture, comme quelque chose de dangereux. Et il a rejeté l'écriture et la technique de l'écriture du champ de la philosophie. Donc, originellement, dans la philosophie occidentale, si je peux me permettre, j'accélère un peu là, je facilite, hein, mais en fait, quelque part, la technique a toujours été sortie du champ des idées, parce qu'il y avait le champ des idées et il y avait un peu le champ des actions. Et c'est un peu ce qui explique peut-être pourquoi on a toujours l'impression que la technologie nous échappe, que ça va toujours trop vite. C'est parce qu'on n'a jamais vraiment pensé la technique, mais par extension la technologie. Il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur ça, mais ils ne sont pas très connus et tout le monde ne s'est pas vraiment emparé de ce sujet. Donc la technique à la base, c'est quand même quelque chose de très humain, c'est une production très souvent qui est faite de manière manuelle. Et la technologie, pour bien identifier ce qu'on est en train de raconter, c'est des techniques qui sont à la base humaines, d'accord,
produites de manière industrielle, donc on les produit par des machines, en s'appuyant sur des procédés scientifiques. C'est ça la technologie. Tu vois, la technique, la technologie, c'est pas la même chose. Donc la technologie en soi, ça n'est ni plus ni moins que de prendre des techniques et de les massifier. Hein. Toi, on avait la technique pour allumer le feu. Et ben, en fait, par des procédés, on a compris qu'on pouvait mettre un gaz et qu'on pouvait faire un petit truc et hop, et construire des briquets. Et on te construit 17 000 briquets. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça va dépendre de ce que toi, tu vas faire par le briquet. Et tu vois, ça revient toujours à cette histoire de qu'est-ce qu'on fait, quel projet de société on veut, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on veut vivre ensemble, est-ce qu'on veut s'entretuer, qu'est-ce qu'on a compris de la biologie des dernières années, de l'évolution de l'espèce, et en quoi ça peut éclairer pour les 500 années qui viennent, quel sens on veut donner à la vie, parce que ce n'est pas du court terme. Maintenant, si on accélère à partir du moment où on a l'apparition de ce qu'on appelle les industries culturelles et les technologies du numérique, ce sont quand même des technologies qui sont apparues dans une cosmologie du marché. C'est-à-dire, on peut se dire que c'est pour le bien de l'humanité, mais la réalité, c'est que toutes ces startups, comme la mienne, je baigne dedans, il y a quand même des investisseurs au bout du compte qui veulent s'assurer qu'à un moment, les coûts et les revenus, est-ce que ça s'équilibre, est-ce que ça ne s'équilibre pas, est-ce que tu vas très vite, parce que sinon, il y a la compétition. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que tu fais du bien ou pas, est-ce que tu es aussi compétitif que l'autre. Donc, ces paramètres-là, on a tendance à les oublier, et c'est ça ce qu'on réalise, c'est qu'en fin de compte, tous ces narratifs technoscientifiques de « on va sauver l'humanité », au bout du bout, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Et si tu prends par exemple les réseaux sociaux ou les plateformes ou les téléphones, il y a effectivement de plus en plus d'études qui démontrent que ça augmente le niveau de dépression, par exemple, chez les gens. Pour en revenir à cette guerre technologique, notamment Chine, Ouais. États-Unis, que j'évoquais, donc si je te comprends bien, c'est pas quelque part, c'est pas la Chine qui nous abrutit par TikTok, c'est nous qui souhaitons être abrutis par TikTok parce que ça marche, parce que ça fait des clics et parce que ça génère du revenu. Je dirais qu'il y a un peu des deux. Après, je prends TikTok, bon, je pourrais prendre n'importe quel. Mais exactement ça. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que et prenons les industries culturelles en soi, parce que c'est un exemple qui est très intéressant. Comme toute personne, comme tout individu, je pense qu'on a tous envie de s'épanouir. On a tous envie d'apprendre de nouvelles choses, on a tous envie de vivre dignement, voilà, que notre cerveau. Et surtout, l'être humain est aussi un être humain qui vit par le sens, par la collaboration. Enfin, l'individu en tant qu'unité qui existe tout seul n'est qu'une abstraction, du même que le groupe n'est qu'un ensemble d'individus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il y a vraiment, avec les siècles des Lumières, par exemple, et les 30 Glorieuses, c'est ouvert un champ dans lequel la nutrition des gens s'est améliorée, la qualité du sommeil s'est améliorée, il y a des droits sociaux qui sont apparus, l'accès à la culture s'est apparu. Donc, il y a des conditions dans lesquelles on a considéré ou on a cru qu'on pouvait vraiment donner le meilleur de nous, qu'on pouvait se déployer, etc. Et on avait par exemple des industries, enfin avant il y avait la culture, hein, donc l'art, tu vois, en l'occurrence, qui permettait de donner du sens aussi et de remplir un vide qui a été laissé quand ce progrès scientifique est arrivé. C'était un des seuls espaces peut-être qui restait dans lequel la folie, les émotions pouvaient être explorées, tu vois, et c'est important pour l'être humain. Je pense que ce qui s'est passé, en caricaturant un tout petit peu, c'est que d'un côté, le passage vers les industries culturelles a transformé tout un pan de la culture vers des marchandises. Ces marchandises-là, elles ont quelque part, elles se sont accaparées la recherche de l'esthétique, de la beauté au quotidien, parce que c'est un vrai moteur. Faire de belles choses dans sa vie, créer de belles choses, participer à de belles aventures, elles se sont accaparées ce genre de choses. Je dis non, mais maintenant, aujourd'hui, nous, dans nos plateformes-là, elles vont vous produire des choses qui sont belles. Mais comme il y a un impact et comme il y a un impératif financier sur la gestion des coûts,
sur l'industrialisation et autres, en fait, il y a eu une atomisation de la production artistique. Donc, si tu veux, par exemple, quasiment toutes les chansons se ressemblent. Les films se ressemblent. Tu prends les blockbusters, en regardant le pitch, tu as une idée de ce que tu vas voir. À part quelques réalisateurs, bien entendu, ça existe, soit underground, soit quand même qui ont réussi à maintenir quelque chose un discours un peu de la grammaire cinématographique assez riche. Globalement, tout se tasse. Les NFT, par exemple, c'est l'exemple type de on va algorithmer l'art, quoi. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'un côté des industries qui ne parient pas sur l'intelligence des gens. C'est-à-dire, plutôt que de dire il faudrait qu'on propose aux gens des choses qu'ils pourraient apprécier, qui pourraient les tirer vers le haut, on met de l'autotune, on dit mais les gens ils veulent juste s'amuser, arrête de nous embêter, donne-leur des trucs pour s'amuser. Donc tu vois, il y a ce côté-là qui s'est installé. Donc, et puis de l'autre côté, je finis sur ça, de l'autre côté, c'est l'abrutissement des gens. Je ne vais pas dire que les gens s'auto-abrutissent, mais il y a une réalité de la dégradation de l'accès à la culture, des sous-effectifs, de sous-investissements qui sont mis dans des moyens qui auraient permis justement aux générations suivantes de continuer de progresser et qui du coup sont aussi sapés aujourd'hui. Et donc je pense que les citoyens n'ont pas de proposition pour pouvoir justement s'épanouir. Et quand tu rajoutes un dernier élément qui est encore plus dangereux, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gouvernements, plein de gouvernements, qui exploitent, ou des courants politiques pour le coup, pour être plus précis, qui exploitent en plus ces médias-là pour rendre les gens dingues. Parce que, tu prends par exemple, je prends l'exemple Steve Bannon, mais ça existe chez les Chinois, ça existe chez les Russes, chez plein de monde. Il y a maintenant cette théorie, hein, je mets des grosses guillemets, de gouverner par le chaos. Des gens, ils sont persuadés qu'ils vont utiliser les médias pour semer le chaos, pour quelque part polariser au maximum les individus, saper toute capacité de confiance dans les institutions qui existent déjà dans un pays ou d'un autre pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc quand tu cumules tous ces éléments-là, il y a des conjonctions extrêmement fortes qui font que c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que de s'apprécier, que l'individu s'apprécie. Pareil, tu vois, avec les systèmes de ranking sur les plateformes, que ça soit par les likes ou par, voilà, toute personne qui n'a pas très confiance en elle, ouvrir LinkedIn, ouvrir Instagram, tu vois, où il n'y a que des gens à succès et machin, ça doit être un calvaire pas possible, et ça doit pousser des quantités de gens assez dingues à préférer en fin de compte presque le classement au jeu lui-même. Tu vois, on regarde plus le tableau de score plutôt que d'apprécier les interactions qu'on peut avoir au quotidien. Alors, ta réponse est dans, je dirais, la complexité et la nuance. Ça va pas plaire aux personnes qui veulent des réponses simplistes, du style Xi Jinping est derrière TikTok, il nous manipule. Bon, même si peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça en dit long sur nous, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est qu'au final, ce que tu disais, dis-moi quelle est ton idéologie, je te dirais quelle est ta technologie, quoi. Je pense que c'est un peu le potentiel de ce genre de technologie. C'est un peu des technologies démiurgiques dans le sens où elles ont quelque chose de, entre guillemets, de divin, dans le sens où d'un côté, elles nous donnent l'impression d'une superpuissance et en même temps, on pressent qu'il y a, sur un malentendu, une possibilité d'annihilation, de destruction de la nature humaine. Tu prends le nucléaire, pareil. Le nucléaire, d'un côté, tu te dis, waouh, mais on peut générer de l'énergie, on peut transformer de l'énergie, alimenter des villes, mais de l'autre côté, tu dis, mais il y a la bombe nucléaire. Et tu vois, typiquement, les plateformes, elles ont eu aussi ce côté-là. Ça te connecte avec tout le monde, ça t'ouvre les champs des possibles, mais de l'autre côté, ça peut aussi te rendre dingue. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner. Encore une fois, je distingue deux choses. Ouais. Tout ce qui tombe sous le coup de la légalité, il ne faut pas tergiverser. Hein. Le droit international, je plaide d'ailleurs, moi, pour une morale organique, par opposition à des morales métaphysiques,
où chacun te raconte sa propre histoire, alors que tu vois dans les faits qui tue, qui ne fait pas, et tu as des droits internationaux qui se construisent sur des décennies de guerre qui est assez clair. Donc je pense qu'il faut très vite qu'on sorte de ce piège-là, et il y a des lois qui encadrent ça. Maintenant, pourquoi je parle de la complexité? Non pas pour trouver des prétextes pour dire que le réel est complexe à appréhender, mais au contraire pour comprendre qu'il y a des mécanismes sous-jacents derrière le oui ou le non que je vais dire de manière facile, qu'il faut prendre en compte si on veut s'en sortir. C'est ça ce que j'essaie de dire, c'est que si on veut s'en sortir aujourd'hui, les réponses du style oui et non, c'est exactement ce qui nous amène face au mur aujourd'hui. C'est exactement ce genre de, ce que je disais au début, ce truc binaire de t'es avec moi, t'es contre moi. Et si on continue cette fuite en avant, je ne vois pas pourquoi les choses iraient mieux. Je ne vois pas. Sans transition, on va parler de cyberespionnage, Allez. puisque tu t'y connais un petit peu. Justement, dans cette logique de partition du monde et de limitation de la collaboration, quand on connaît l'ampleur du cyberespionnage et notamment du cyberespionnage industriel chinois, c'est pas les seuls à Bien sûr. faire du cyberespionnage, les Américains aussi sont très doués, et des vols de propriété intellectuelle et de brevets. Au fond, en limitant la collaboration, le partage des technologies, des savoirs, etc., est-ce qu'on, justement, on ne va pas pousser à plus d'actions illégales dans le cyberespace, plus d'actions clandestines pour essayer de compenser ce qui pourrait se faire par de la collaboration scientifique, par exemple, hein. C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que tu as encore une fois, deux puissances. Il y en a une qui a tous les tuyaux, qui a déjà accès à tout et que du coup, elle n'a pas besoin d'espionner, tu vois, c'est les Américains, ils ont les infrastructures, etc. Tu as les autres qui commencent à déployer leur propre infrastructure, mais qui, pour le reste, ont justement des approches extrêmement offensives pour pouvoir rentrer sur des systèmes et pouvoir accéder à des informations secrètes ou autres pour pouvoir les utiliser, encore une fois, dans cette guerre économique maintenant qu'on en a parlé. Donc oui, c'est une réalité déjà, ce n'est pas de la fiction. On est déjà dans un monde où il y a des choses illégales qui se passent à longueur de journée, et puis tu n'as qu'à regarder l'actualité aujourd'hui de la France, avec tous les matins une nouvelle fuite dans un truc, des nouvelles données qui ont été jetées de partout, Ouais, mais baladées dans la nature. ça, tu vois, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de ça. C'est-à-dire que, bon, là, en l'occurrence, on parle de cyberespionnage, un peu de cybersécurité, Ouais. mais concrètement, on peut voler des choses qui ont beaucoup de valeur, en fait. Bien sûr, Quand on accède au SI de telle ou telle entreprise, des bien sûr, brevets, des plans bien sûr, qui mettent des années et des années de R&D à bien sûr, développer, et hop, on te les vole. bien sûr. Et moi, le point que je voulais te demander, parce que bon, tu connais ce monde-là, notamment des hackers éthiques, et donc forcément, tu vois ce qui se passe. Les Chinois, ils sont 1,4 milliard. L'Europe, c'est un peu moins, hein, n'est-ce pas? Les États-Unis aussi, même cumulés, on est moins. Hem, Face à un pays qui a une aussi grosse population et potentiellement peut-être un pool de hackers quasiment infini par rapport à Ouais. nous, est-ce qu'on peut résister face à des manœuvres de cyberespionnage? Est-ce que c'est une question de nombre, la cyberguerre? La cyberguerre économique, est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que Alors, les Chinois ont déjà gagné? En plus, ils sont super bons en informatique, il paraît. très bonne question. Euh, je n'ai pas, est-ce que je peux te partager encore une fois des opinions sur ce sujet pour qu'on soit clair. On peut trouver des exemples où un nombre massif a écrasé un petit nombre sans pitié. On peut trouver quelques contre-exemples où un petit nombre, par intelligence, par ruse, par alliance, a réussi à s'en sortir. Je n'ai pas envie de jeter les dés en disant réduire ça à une question de nombre, même si ça a son importance. Quand tu fais, par exemple, tu étudies les confrontations, il faut être capable d'estimer les masses en confrontation qui vont être là. Mais si on prend la contrepartie, pour moi, ça milite encore plus pour que l'Europe, peut-être, ou de toute façon, c'est ce que certains blocs vont faire pour qu'il y ait un minima créé des masses critiques
capable de tenir face à ce raisonnement par le nombre. Et c'est tout le drame aujourd'hui, c'est que malheureusement, nous traversons une société pour plein de raisons qu'on peut comprendre. On va vers une désintégration de l'Europe. Une désintégration de l'Europe, un refermement sur soi, ça va être encore pire. C'est-à-dire que là, les Français vont peut-être se retrouver tout seuls contre les Chinois. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut aussi dire autre chose. Ça veut aussi dire que là, on l'a pris d'un point de vue négatif, c'est-à-dire les Chinois attaquent. Mais même d'un point de vue masse commerciale, si on reste dans la cosmologie du marché, pour que des champions européens puissent se développer, il leur faut un marché dans lequel ils doivent se développer et un marché capable de générer des revenus assez conséquents pour que tu puisses te dire ils peuvent tenir 50 ans, voilà, créer de l'emploi de manière durable, etc., etc. Mais là encore, c'est la même histoire. Si les Français se déploient en France et les Européens se déploient en Europe et tout, mais ils ne feront jamais le poids avec des startups américaines qui d'abord se développent en Amérique, aux États-Unis, pardon, d'accord ? Donc, elles ont déjà une masse critique capable qui leur donne les reins solides pour se structurer, générer de revenus. Et en plus, ils viennent en Europe pour se déployer. Donc, ça ne fait contre-intuitivement que plaider vers le sens de dire, mais si on n'arrive pas à construire ces collaborations-là, ces coopérations-là aujourd'hui, c'est encore pire. Ça va être encore pire de tenir face. Est-ce qu'on a le cadre propice en Europe pour ça? Alors, je vais te faire la réponse simple, il faut le créer. C'est une nécessité. Alors, il existe, il se développe. En fait, il se développe. Au quotidien, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Il y a de plus en plus. Si tu regardes la fenêtre de tir aujourd'hui, le phénomène des startups, et il ne faut pas, et c'est ça le danger, il ne faut pas réduire l'économie européenne aux startups. C'est un tropisme très dangereux. Mais comme c'est un des sujets qui est un peu en vogue, si tu regardes le phénomène des startups en France, alors ça existe depuis plus longtemps, mais il y a eu un boom avec les premières actions qui ont été lancées à Station F, et cette impulsion qui a été donnée sous Macron de la Startup Nation, c'est tout récent. La Silicon Valley, elle a 30 ans d'avance. 30 ans d'avance sur la structuration de l'écosystème des VC, sur les partenariats privés-publics qui sont extrêmement poussés là-bas, sur les financements, sur les exits, tu vois, les rachats d'entreprises. Ils ont une avance monstrueuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, typiquement, les champions, et il y en a, des champions européens existent pour de vrai. Donc, ils se déploient. Ils lèvent de l'argent, ils commencent à générer des revenus. Tu as des entrepreneurs avec leurs équipes qui ont cravaché pendant 10-15 ans. À un moment se pose la question pour eux de toucher un retour sur investissement. Bon, tu vas regarder les acteurs en Europe qui sont capables de consolider. Ils vont te faire une proposition et tu vas avoir un acteur américain qui va arriver et qui va mettre x5, x10 sur la table. Une proposition, c'est-à-dire de rachat, d'acquisition. D'accord. Et donc, tu vois, pareil, c'est des mécaniques. Alors, je sais qu'il y a énormément de discussions pour construire des fonds souverains européens. Ça existe déjà. Il y a des fléchages européens qui existent. Mais il faut être lucide aussi qu'on est dans un moment où, malheureusement, j'appréhende ou je crains qu'il y a certains acteurs qui avancent de manière cachée derrière les notions de souveraineté numérique ou de souverainisme à l'extrême, et qui, eux, ont une lecture purement xénophobe, pour dire ce qu'il en est, et raciale de cette lecture-là, et qui, du coup, veulent créer une nouvelle cosmologie où on va partir du même constat. Les Américains, les Chinois sont en train de faire n'importe quoi, il va falloir défendre nos intérêts. Je veux dire, ça, c'est du bon sens. Quand est-ce que ça devient problématique? C'est quand tu analyses entre les faits et tu te rends compte que le projet que ces gens-là nous promettent, c'est de ne plus collaborer, c'est de ne plus accueillir des étudiants étrangers, c'est de fermer les portes à son voisin qui est là parce que tu sais, on a eu une guéguerre à gauche à droite. Ce projet-là, je ne m'inscris pas dedans. Et je trouve ça extrêmement dangereux que les gens, excuse-moi pour finir, ne percutent pas que, par exemple,
les champs politiques, pardon, les partis politiques xénophobes ont une longueur d'avance sur l'utilisation des technologies digitales extrêmement monstrueuse par rapport aux autres partis. Ça remonte au Ku Klux Klan, hein, qui commençait à utiliser des ordinateurs. Et comme c'était des partis politiques, je dis malheureusement, hein, parce que je pense que c'était une énorme erreur, ils ont été exclus du champ des médias, les forums Internet, ils les maîtrisent parfaitement. Les codes des plateformes, ils les maîtrisent parfaitement. Créer une page LinkedIn ou Facebook en démarrant avec des photos de chats et puis à un moment la convertir vers une page anti-élite, ils le maîtrisent parfaitement. Et c'est là où les autres partis sont à la ramasse. Non pas que les autres partis sont meilleurs, parce que pareil, j'ai l'impression qu'on est dans la peste et le choléra, mais ça renvoie à la nécessité de réellement repenser les modèles de société dans lesquels on est et créer un nouveau échiquier politique qui échappe rapidement à ces logiques-là. Question subsidiaire, hein, vu que tu es dans la tech, est-ce qu'on peut faire de la tech en France ou en Europe sans étudiants étrangers? C'est impossible. Il y a une pénurie sur ce marché-là qui est juste pas possible. Et puis surtout, c'est une conception assez stérile, je trouve. Je trouve que c'est une conception assez triste. Tu vois, juste humainement, c'est triste de se dire, ah oui, non mais attends, pour nous, pour qu'on puisse innover, il ne faut pas qu'on ait des gens de l'étranger qui viennent. C'est nier la réalité de la vie. La réalité de la vie a été faite par des va-et-vient. Et encore une fois, si tu prends un peu le temps de ne pas lire l'histoire de l'humanité juste par le prisme des guerres, mais par aussi le prisme des échanges commerciaux intellectuels, il y a des avancées scientifiques qui n'auraient pas été possibles au Moyen-Âge sans les traductions de l'Espagne musulmane, par exemple, à l'époque, qui a traduit toute la partie grecque qui a été faite et qui a été récupérée par des prêtres, etc. Donc, à un moment, cette vision de nous contre les autres, ça ne ramène qu'à des logiques comme ça qui sont totalement stériles, en fait. Ouais. Mais alors, la guerre économique, c'est légitime ou pas? Selon ce que tu expliques. Est-ce que finalement, le doux commerce et la coopération entre les nations n'est pas la meilleure solution? Alors, Est-ce que tu ne remets pas en cause quelque part la légitimité, entre guillemets, des manœuvres de guerre économique? Ça dépend, c'est légitime pour qui? Tu vois, la question de la légitimité, c'est une question de point de vue. Par contre, c'est un fait. La guerre, elle est là. Donc la question n'est pas de est-ce qu'elle est légitime ou là, elle est déjà là. Comment on s'en sort? Moi, c'est ce qui m'intéresse comme citoyen. Comment on sort de là? Parce que, encore une fois, avec tous mes conditionnements, avec tous mes tropismes, avec toutes mes erreurs, j'ai l'impression que si on n'arrive pas à créer un projet sociétal rapidement alternatif qui nous sort de choses hors de choses, avec tout ce qu'on est en train de dire, la pression sur l'écologie, la dépression qui augmente de plus en plus. D'ailleurs, la dépression, c'est un élément important, il faut qu'on en parle parce que les gens ne réalisent pas à quel point c'est dangereux. Toute cette tractation en ce moment, les guerres qui sont en train d'être enclenchées, les agressions qui sont en train d'être enclenchées à gauche, à droite, ça dessine quoi comme monde? Qui a envie de vivre dans un monde comme ça? Je ne sais pas, moi, tu vois. Donc, ce que je dis, c'est que la guerre, elle est là. Les gens, à un moment ou à un autre, se défendent ou attaquent. Il y a certainement des raisons. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Non, c'est une bonne question. Et dans ce cadre-là, on aborde aussi cette question de la tension, collaboration, confrontation, guerre technologique, coopération technologique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la technologie, et notamment un sujet sur lequel j'aimerais t'entendre, l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est devenu un enjeu de puissance, l'intelligence artificielle? Je pose la question, pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, et c'est normal, hein, l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Et je dois t'avouer que si je regarde ChatGPT, je vois pas bien, si je regarde que ChatGPT, d'accord, hein, en quoi c'est un enjeu de puissance, quoi, de pouvoir poser des questions à un chatbot super intelligent, ok, Ouais. très bien. Je vois pas bien la logique, quoi. Pourquoi il y a une course à l'IA, comme il y a pu avoir une course dans d'autres technologies, mais je peux comprendre quand c'est un missile, mais quand c'est de l'IA, pourquoi il y a une course à l'IA, pourquoi c'est devenu un enjeu de puissance, quoi?
Je crois Ok. que Vladimir Poutine a même déclaré dans les années 2010 que celui qui maîtriserait l'IA maîtriserait le monde. Ouais. Donc, Pareil, je pense que, alors, il y a deux étages à la réflexion. D'abord, comme je te l'ai dit, je pense qu'il y a une fascination globale, et il y a de quoi, hein, on peut le comprendre, ça permet de faire des choses assez fascinantes. Euh, les deux étages, c'est quoi? Le premier étage, c'est que si on l'analyse par le pur prisme, encore une fois, de la cosmologie, de la technoscience qui va sauver l'humanité, etc., c'est une vraie croyance. Il y a des gens qui y croient vraiment. Tu vois, par exemple, tu parles à des start-upers de la Silicon Valley, Sam Altman lui-même, il te dit oui, mais l'intelligence artificielle, elle va régler les problèmes du climat, par exemple. Ce que je trouve assez ouf. Moi, je trouve ça dingue de pouvoir dire des choses comme ça, parce que ça veut dire que on parie sur le fait que dans les années qui viennent, à un moment ou à un autre, on va réussir à trouver un truc, on ne sait pas trop comment il va faire, mais qui va résoudre. Et d'ailleurs, comment tu résous le problème du changement climatique? Moi, je veux bien, parce qu'il y a des négociations, parce qu'il y a des trucs à réduire, parce que ça a un impact sur la société. Mais il a dit ça, il y a des vidéos de lui, voilà, que j'ai écoutées, des interventions, qui dit ce genre de choses. tu penses qu'il y croit ou c'est juste du marketing pour vendre un peu son... Alors moi, je ne suis pas dans sa tête. Donc il y a deux choses. Soit il n'y croit pas, c'est un cynique, voilà, et c'est grave. Soit il y croit, mais il est tout de même, je pense, un petit peu à côté de la plaque. Et dans les deux cas, c'est dangereux. Je ne nie pas le côté brillant du monsieur. Enfin, je veux dire, ce qu'il est en train de faire, moi, je ne serais jamais capable de le faire. Encore une fois, en tant que citoyen, avec tout ce qu'on est en train de dire, enfin, on baigne un petit peu dans des délires de surpuissance. T'en as un qui va aller sur Mars, t'en as un qui nous promet une intelligence artificielle qui va sauver. Voilà. En attendant, il y a des gens qui meurent de faim sur la planète. En attendant, il y a du droit international qui est bafoué tous les jours. En attendant, il n'y a pas une répartition des richesses. Enfin, je veux dire, ces problèmes-là, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour les régler. Qu'est-ce qu'on attend pour les régler? Donc, on continue avec les problèmes actuels, mais tu vois, c'est la promesse dans laquelle aujourd'hui il y a vraiment des sectes, hein, je pense. Elles ne se considèrent peut-être pas comme un secte, mais il y a un discours assez dingue sur des croyances, sur la techno va nous sauver, vous allez voir. Voilà. Et on a vu un petit épisode avec les NFT, encore une fois, tu vois, où les gens. Voilà. Donc il y a ce côté religieux qu'on retrouve avec des rituels, avec des croyances, avec des mécanismes, etc. Il y a un deuxième sujet derrière l'IA, encore une fois dans une cosmologie du marché, celui-là, il est plus concret, c'est optimiser les coûts. Le vrai sujet, il est là. Et c'est devenu une mécanique assez classique. On est dans une cosmologie dans laquelle on te répète que tu vas devoir te former, te reformer, qu'il ne faut pas que tu t'attaches à un travail, que tu vas changer de travail régulièrement, que les gens qu'on va remplacer, t'inquiète, on va les reconvertir et qu'on va les mettre ailleurs. On a des bullshit jobs un peu dans tous les sens qu'on essaye de créer artificiellement, mais le vrai sujet, il est là. Et je pense que c'est là ce qui justifie d'ailleurs que Sam Altman, il veut lever 7 000 milliards. 7 000 milliards de dollars. 7 000 milliards de dollars. Je pense que si tu regardes les PIB mondiaux, je pense que dans les premiers, tu vas avoir la Chine, l'Union européenne, pour peu d'accepter, voilà, l'Union européenne, les États-Unis, je pense l'Inde. C'est le quatrième PIB potentiel. 7 000 milliards, ça correspond à un quatrième PIB, parce que le Japon ne doit pas être loin de 5 000 milliards de dollars. Il veut lever 7 000 milliards de dollars pour créer de l'intelligence artificielle. Donc je pense que le vrai sujet pour créer une générative, ce qu'on appelle générative. Et donc je pense que le vrai sujet, parce que c'est quand même des décisions qui sont drivées par les organisations qui détiennent les fonds, l'argent, c'est eux qui sont moteurs. C'est pas Salman Altman, parce que si personne ne lui donne de l'argent, il ne va pas réussir à faire grand-chose. Ceux qui donnent de l'argent, ils veulent un retour sur investissement. Ouais, mais alors je suis d'accord avec toi, mais justement, est-ce qu'on peut pas allier le cynisme et la croyance, parce que ceux qui donnent de l'argent Ouais. croient
donc Oui, oui. de croyance, Oui. à un retour sur investissement futur. Et, Ils ne savent pas. ah ouais, non, mais, Donc, s'ils sont convaincus ouais. Ah, mais, non, mais du projet, non, mais je pense il qu'ils y a sont. aussi plus de chances pour qu'ils donnent de l'argent. Ah oui, non, mais clairement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement aussi un intérêt à lier un discours religieux, proto-religieux, pseudo-religieux, je ne sais pas, Hmm. et en même temps une recherche de fond, quoi. Ah, clairement, clairement. Et tu sais, moi, j'ai envie de te dire, il y a le monde des catégories de pensée qu'on construit entre nous, qui nous crée des représentations un peu plus simples pour voir le monde, et il y a le monde organique. Et dans le monde organique, tu as tout. Tu as des gens qui sont cyniques et croyants, des gens qui sont pas croyants et cyniques, des qui ne sont pas cyniques et croyants. Toutes les combinaisons possibles, tu vas les trouver dans le quotidien. Le seul sujet, c'est il y a cet enjeu, encore une fois, économique potentiel, cette croyance que on peut optimiser des coûts et on peut capter des fonds derrière cette guerre, parce que je pense qu'on la considère presque comme une énergie qui pourrait nous simplifier des choses, etc., etc. Donc je pense que c'est ça ce qui fait qu'il y a encore une fois cette course vers l'IA. Celui qui la possède domine le monde. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire dominer? Est-ce que tu peux vraiment dominer le monde? Je sais pas. À part taper sur, à part bombarder les gens, les tuer, je sais pas qu'est-ce que tu domines. Mais en tout cas, encore une fois, on revient à la vraie question. Tu pointais tout à l'heure ChatGPT. ChatGPT est un cas d'utilisation. Je pense que l'intelligence artificielle, elle peut avoir des usages intéressants. Je ne le dis pas dans la médecine, par exemple, ou dans certaines tâches qui peuvent être pénibles, avec de la robotique incorporée dans de la robotique. Enfin, il y a plein de use cases, mais on court, il y a une fuite en avant vers des promesses comme ça, alors qu'on ne règle pas les problèmes qui font souffrir les gens tout de suite. Et du coup, tu vois, c'est ce décalage que je trouve hallucinant. Et qui permet même de leur dire, tu vois, des moments, je pense qu'eux, ils l'évoquent à un moment, hein, les êtres humains ne pourront plus faire grand-chose, on va leur donner des trucs pour jouer avec, mais c'est l'intelligence Revenu artificielle. universel. Revenu, C'est un des projets de Sam Altman, apparemment. Bon, c'est une drôle d'idée. Pourquoi pas. Justement, en parlant des conditions concrètes d'existence des gens, il y a aussi une manière de la mesurer, de mesurer ces conditions, c'est quand même la croissance, hein, ouais. quoi qu'on en dise. Et je voulais t'entendre là-dessus. L'Europe a une croissance prévue en 2024, a priori à 0,5%, les États-Unis 2,5%, la Chine a priori 5%, la Russie 2,6%. Bref, nous on serait à 0,5. Ça fait plusieurs années hein, qu'on décroche, notamment vis-à-vis des États-Unis. Et d'ailleurs, enfin, c'est le problème des intérêts cumulés, c'est que là on voit 0,5, mais sur plusieurs années, les, les volumes sont Ouais. astronomiques en Ouais. fait, notamment en termes d'investissement. Et du coup, moi, la question que je me pose, tu évoquais cette question, notamment de la souveraineté, du besoin d'investissement des entreprises qui peuvent peut-être se tourner vers des marchés Mm. où il y a plus d'argent. Comment on fait en fait pour innover dans une zone bah, quasiment morte économiquement, comme l'Europe? Est-ce que c'est possible d'investir, d'entreprendre, d'innover, de souhaiter un avenir meilleur quand on a une situation économique pareille? Alors, je vais continuer de t'embêter, tu vois, mais l'injonction de dire on n'innove pas en Europe, permets-moi de la questionner quand même. D'où vient cette idée? Comment on peut mesurer qu'on n'innove pas? On peut par exemple le mesurer par le nombre de papiers de recherche qui sont produits. Dans le nombre de papiers de recherche qui sont produits, si tu prends le top 20, tu vas forcément trouver dedans l'Italie, l'Allemagne, la France et plusieurs pays d'Europe. Tu peux le prendre par il y a par exemple des rankings qui existent. Il y a le Global Innovation Index que tu peux prendre. C'est peut-être pas parfait, d'accord, mais tu vois, à un moment, comment le mesurer pour sortir juste de l'injection? Si tu prends ça, si tu prends le top 20, tu dois avoir au moins 10 pays européens dedans. D'accord, qui sont classés. Tu prends les places financières dans le monde.
Eh ben, l'Europe, quand même, il y a des pays qui sont bien classés. D'où vient cette idée qu'en Europe, on n'y va pas? Moi, j'ai l'impression que, pareil, c'est dans ce fameux discours de on ne fait pas assez, regardez, il faut améliorer les coûts, il faut améliorer les machins, les Européens ne font rien. Ça participe presque à ce self-bashing des gens, où j'ai l'impression, des fois, je regarde certains amis où j'ai l'impression qu'ils vivent dans une bulle, tu vois. Moi, je suis maroco-français. J'ai vécu, je suis né, j'ai grandi, j'ai passé toute une partie de ma vie au Maroc, j'ai passé toute une partie de ma vie en France, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Euh, il y a des gens, des fois, ils tiennent des discours, je leur dis, mais vous n'avez pas voyagé, je pense. Hein. Vous ne réalisez pas qu'il y a des institutions solides qui fonctionnent et que ce bashing comme ça à l'extrême, on y revient tout à l'heure, cette sorte de dépression dans laquelle les gens sont un petit peu anesthésiés. Que l'on dise qu'il y a des décrochages, qu'il y a des choses qui changent, c'est une chose, c'est des tendances sur lesquelles on peut se poser la question. Mais des trucs extrêmement forts de dire on n'innove pas du tout, et c'est une impression, tu as plein de gens qui disent ouais, mais l'Europe n'innove pas du tout. C'est quand même aller trop loin. Donc je pinaille exprès parce que j'aime bien challenger déjà ces petites postures pour se dire attends, mais si on commence déjà de base à dire on n'innove pas, mais là, tu vois, tu es en train de te tuer. Et je veux revenir sur la question de la dépression. Parce que ça rejoint ce que je dis et ça permet peut-être encore une fois de sortir de tous les débats sur le PIB, sur le machin, et peut-être regarder autrement ce que les populations traversent aujourd'hui. Je te renvoie vers le monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure, Robert Sapolsky. Lui, il a un de ses cours et même un de ses TEDx majeurs qui s'intéresse à la dépression et qui dit, lui, il considère que le plus grand mal de l'humanité aujourd'hui, c'est la dépression. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il y a une population, je pense 15% de la population mondiale, dans ceux qu'on détecte, qui ont une dépression, et aussi parce que il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit quand tu regardes l'humain, on le disait tout à l'heure, il est capable du meilleur, du pire, etc. Mais surtout, il dit l'humain a cette capacité, dans les moments les plus dramatiques, les plus catastrophiques, de quand même avoir de l'espoir. Quelqu'un dans un stade terminal de cancer est capable de te dire et tu sais quoi, c'est bien ce qui m'arrive parce que ça m'a permis de me recentrer sur moi, de profiter de ma famille, de pouvoir aller plus loin. Quelqu'un, tu vois, même des jeunes qui subissent par exemple des bombardements peuvent écrire des poèmes, chanter des chansons. Enfin, quand tu y réfléchis, tu dis c'est une capacité assez dingue. Et ce qu'il dit, il y a une maladie qui s'attaque à cette capacité-là, qui s'attaque à la capacité de l'humain à trouver de l'énergie, entre guillemets, du plaisir pour pouvoir avancer même dans les moments les plus compliqués. Ça s'appelle la dépression. Et ce qu'il dit d'ailleurs, il dit une définition de la dépression, c'est une maladie. Donc ça, c'est important, c'est une maladie. C'est pas quelqu'un qui n'a pas envie de se bouger. Tu vois, si quelqu'un il a une dépression et que tu es là à lui dire « mais vas-y, bouge-toi, arrête de », c'est comme si tu dis à quelqu'un qui a un diabète « oh, mais arrête avec ton insuline, vas-y, bouge un peu, ça va aller ». C'est la même chose. Donc lui, ce qu'il dit, la dépression, c'est une maladie biologique qui empêche les êtres humains d'apprécier le coucher du soleil. Une belle définition. Et c'est ce qui se passe quand tu regardes, quand tu écoutes les Européens et plein de monde. On est en train de devenir des zombies, tous ensemble. On est des gens, on est mal dans notre peau. Tout le monde est mal dans sa peau. On se trouve tous trahis, empêtrés dans des guéguerres qui n'arrêtent pas, pas de perspective d'avenir. On nous promet qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle qui va résoudre des problèmes, alors qu'il y a des gens en France aujourd'hui qui disent juste, moi je veux juste une vie digne, je veux juste vivre dignement. Et tu vois, c'est là où il y a peut-être des sujets qu'on doit adresser beaucoup plus vite, parce que si on perd la capacité de croire dans l'avenir, et que, effectivement, ce qu'on voit dans les stats, cette proportion de la dépression augmente, franchement, je m'en fous de l'intelligence artificielle, personnellement. C'est plus du tout mon sujet à ce moment-là. Tu vois, je regarde ça de manière totalement détachée, quoi. On arrive vers la fin de cet entretien, donc pour conclure, moi je vais te poser une question très simple. Bon, ce que je comprends, c'est que la technologie, visiblement, n'a pas trop aidé à soigner nos dépressions sociales, mais
on a vu que c'était aussi un enjeu de puissance, mais au fond, est-ce qu'elle peut nous rendre heureux? Est-ce que tu as une petite touche d'optimisme à donner ou alors est-ce que la solution est à chercher ailleurs, dans une autre forme de contrat social ou dans des questions qu'on ne se pose pas forcément? Alors, oui, je pense que la technologie, il y a des technologies qui nous rendent heureux. C'est pas non plus encore totalement binaire. Je veux dire, la technologie, ça nous a permis quand même, dans les confinements, de pouvoir avoir des nouvelles de nos proches avec de la vidéoconférence, tu vois. Si on n'avait pas ça, tu imagines, ça aurait été un truc assez dingue. Les progrès Après, technologiques. peut-être qu'on n'aurait pas accepté aussi facilement le confinement. Je me pose la question. Je me fais un peu Très bonne l'avocat du diable. question. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Peut-être, à voir. Peut-être qu'on l'aurait pas accepté. Mais là, on rentre dans un autre sujet. C'est-à-dire que là, on rentre dans ce que la technologie permet et comment les politiciens traduisent ça en termes de normes de société, comment ils l'utilisent. Non, mais je parlais de comment Bien sûr, bien le sûr. confinement avec l'attestation qui a été signée. C'est-à-dire que si tu prends ce que la science dit, c'est que le confinement et gérer les clusters est essentiel. Et c'est ce qui marche. Comment on implémente ça dans une société, par exemple les histoires d'attestation, sortir de 9h à 10h, ça c'est de la politique. Mais c'est intéressant, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais tu vois, pareil, ça aussi, ce genre de confusion entre la science et le politique, et mélanger les deux et avoir des attentes politiques là où c'est des attentes scientifiques ou inversement, ça participe un petit peu à cette confusion. Ah, Mais moi, je pense... C'était ça l'objet de ma question. Au fond, est-ce que derrière les horizons technologiques qu'on nous vend sur l'IA qui va résoudre tous les problèmes, les nanotechnologies, que sais-je, euh, est-ce qu'au fond, on ne cherche pas des solutions à des problèmes sociaux? Je ne dis pas que tu as les solutions, mais enfin Rassure-moi. voilà, c'est la question, Oui. question que je me pose. Ouais, non, écoute, je suis assez d'accord sur le fait que ma conviction intime est que soit on va réussir à sortir de tout ça avec un nouveau contrat social qui change la donne un petit peu, et qui crée de nouvelles gouvernances potentiellement, qui repense le rôle de l'État peut-être dans certains sujets. Enfin voilà. Si on n'arrive pas à faire ça, bah, on continuera de glisser dans ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Et surtout, peut-être pour finir sur ça, deux choses. D'abord, je pense qu'il faut qu'on accepte que ce genre de changement n'est pas immédiat. Il n'y a pas un télécommande magique, tu appuies sur un bouton, ça va s'opérer. Il faut qu'on accepte un moment que c'est le long terme, qu'on mette notre énergie dedans, en acceptant que c'est peut-être nos arrière-enfants qui récolteront peut-être les vrais résultats de ça. C'est juste une préparation, une hygiène pour ne pas avoir un niveau d'attente en disant « Allez, on va sortir dans la rue, on va crier, on va voir le résultat tout de suite ». Je ne pense pas que ça marche comme ça. Et la deuxième, j'aime bien, et moi c'est une phrase qui m'accompagne à chaque fois, de Fitzgerald qui dit il faut comprendre que les choses semblent sans issue et pourtant être déterminé à les changer. Bon, ça fera une belle phrase de transition. Yasser Khazar, merci. Un grand merci. On était ravis de t'accueillir dans cet entretien du cercle de la chaîne Risque Intel Média. Public, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter vos accords, vos désaccords. Ça nous intéresse, on regarde tout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien du cercle.